Dans Iphigénie, Racine met en scène la flotte grecque, commandée par Agamemnon, et retenue au port depuis 3 mois, faute de vent favorable. L'oracle révèle alors que les dieux ne permettront aux Grecs de quitter le port que lorsque Iphigénie, fille d'Agamemnon, aura été sacrifiée. Surgit alors un conflit entre la mère d'Iphigénie et Achille, son fiancé d'une part, qui conteste la volonté des dieux, au nom du droit de chacun à disposer librement de sa personne. Et Agamemnon et Iphigénie elle-même, d'autre part, qui acceptent cette volonté au nom de la souveraineté et de la raison d'État. Ce conflit de valeurs, Racine le résout sans sacrifier l'une à l'autre. L'oracle aura finalement été mal interprété. Ce n'est pas la vie d'Iphigénie que les dieux réclament, mais celle d'Ériphile, également éprise d'Achille, qui avait intrigué contre Iphigénie, et qui était venue assister à la mort de sa rivale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs. L'affaire qui vous est soumise aujourd'hui a quelque chose d'une tragédie classique. Elle met en scène un conflit interne à notre droit entre deux aspirations légitimes mais contradictoires. À l'image d'Iphigénie, une voie s'offre à vous qui permet de ne pas sacrifier entièrement l'une de ces aspirations à l'autre. Les faits étaient les suivants. Le jubé de la cathédrale de Chartres a été démantelé en 1763 et fractionné en plusieurs morceaux, dont un qui fait l'objet du litige, le fragment à l'aigle. Ce fragment est une pierre longue d'environ 1,60 m, pesant une centaine de kilos, et qui tire son nom de l'aigle sculpté sur l'une de ses grandes faces. Certains des fragments de ce jubé ont été utilisés pour refaire le dallage de la cathédrale, et il semblerait que le fragment à l'aigle ait été utilisé à cette fin. En 1848, de nouveaux travaux de réfection du dallage ont permis de mettre à jour quelques éléments du jubé, mais aucun inventaire précis n'a été dressé à cette époque. En 2002, la société Brimo a acquis le fragment à l'aigle qui lui a été vendu alors comme un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Après expertise, il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité d'un fragment du jubé et que son prix était estimé entre 5 et 7 millions d'euros. La société Brimo a alors spontanément proposé à l'État de le racheter pour 2,3 millions d'euros. L'État en a proposé 1 million. Les négociations ont duré sans aboutir et finalement, dans un brusque revirement, l'État a décidé de revendiquer le fragment à l'aigle en raison de son appartenance au domaine public. Il a engagé une action en revendication devant le tribunal de grande instance qui lui a donné raison, tout comme la cour d'appel. La société Brimo a donc formé un pourvoi en cassation, lequel pose la question suivante. Le fragment d'un monument appartenant au domaine public peut-il être usucapé par un acquéreur de bonne foi ? Vous répondrez par l'affirmative. Au droit de l'acquéreur de bonne foi à disposer de son bien, l'État oppose ici la souveraineté et la protection du domaine public. La raison d'État supposerait en l'espèce de sacrifier entièrement les intérêts de la société Brimo. À l'analyse pourtant, le droit hégémonique de l'État apparaît infondé et le sacrifice des intérêts du possesseur injustifié. Une hégémonie infondée d'abord, un sacrifice injustifié ensuite. Le caractère hégémonique du droit que l'État revendique en l'espèce est critiquable pour 2 raisons. D'une part, il ne repose sur aucun fondement textuel. D'autre part, il est contredit par la pratique. L'absence de fondement textuel, d'abord. L'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques déclare les biens du domaine public imprescriptibles et inaliénables. Mais il est évident que ce texte, qui date d'une ordonnance de 2006, n'était pas applicable à la situation du fragment à l'aigle en 1848. 3 textes spéciaux l'étaient, en revanche. D'abord, le décret du 2 novembre 1789, qui a mis tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. Cette nationalisation des biens de l'Église, comme on le sait, était destinée à permettre à l'État de revendre ses biens pour renflouer ses caisses.
C'est ce qu'organise justement le deuxième texte. Le décret des 19 et 21 décembre 1789 décide la vente à venir des biens nationaux, mais en excluant comme inaliénables les forêts et les maisons royales. Enfin, c'est le troisième texte, le décret domanial des 22 novembre et 1er décembre 1790. Son article 8 proclame que seule la nation est en droit d'aliéner ses biens et que cette cession doit être réalisée en vertu d'un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi. Ce décret pose donc le principe de l'aliénabilité des biens de la nation et décrit même la procédure pour la réaliser. Mais ce n'est pas tout. Dans son article 36, il affirme aussi que la prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise au terme d'un délai de 40 ans. Cette référence aux domaines nationaux dont l'aliénation est permise ne correspond évidemment pas aux biens dont l'aliénation aurait été réalisée en vertu d'un décret formel du corps législatif. Si la nation décide d'aliéner un bien pour en tirer des liquidités, ce n'est évidemment pas pour laisser jouer la prescription. La référence aux domaines nationaux dont l'aliénation est permise est en réalité à mettre en relation avec le décret des 19 et 21 décembre 1789 qui déclarait inaliénables les forêts et les maisons royales. Si bien que, en vertu de ces textes, tout autre bien de la nation que les forêts et les maisons royales était donc aliénable et prescriptible. L'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du fragment à l'aigle ne reposent sur aucun fondement textuel. C'est donc que le droit absolu de l'État ne repose lui-même sur aucun fondement, et il est de surcroît contredit par la pratique. L'opposition de la pratique, donc. Au milieu du XVIIIe siècle, s'est tenu le congrès d'Aix-la-Chapelle afin d'organiser la succession de l'Autriche. La France est en position de force. Elle a conquis la Belgique, pris Maastricht et envahi la Hollande. Pourtant, l'émissaire français, le comte de Saint-Séverin, reçoit l'ordre de ne réclamer que le retour au statu quo. La France renonce au territoire conquis. Pour quelle raison Louis XV a-t-il renoncé à ces territoires et conclu cette paix-là ? Pour deux raisons essentielles. Parce que la guerre coûtait cher et que les marchands réclamaient la paix pour pouvoir faire commerce. L'histoire se répète trait pour trait aujourd'hui à l'égard des biens du domaine public mobilier. La définition de ce domaine public mobilier est donnée par l'article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui vise les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Il s'ensuit de cette définition que l'appartenance d'un bien mobilier au domaine public ne dépend pas, comme pour les biens immobiliers, de la volonté de l'État d'affecter ce bien à un service public, mais des caractéristiques intrinsèques de ce bien. Or, tous les jours, l'État renonce à revendiquer certains biens appartenant au domaine public. Le service des archives, par exemple, a édicté en 2016 un code de bonne conduite par lequel il renonce par avance à revendiquer des documents lorsqu'ils sont passés en vente publique. Cette initiative venant répondre aux demandes des commissaires-priseurs qui réclamaient la sécurité juridique. Mais alors, lorsque l'État renonce à revendiquer un bien qui appartient pourtant par sa nature au domaine public, il reconnaît qu'un droit peut être constitué sur ce bien par le jeu des règles de la possession et de l'usucapion. Le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public ne s'oppose donc pas, en pratique, à la constitution d'un droit sur un bien qui en fait partie. Aucun texte pour la justifier, une pratique qui la dément quotidiennement, non, l'affirmation selon laquelle la société Brimaut ne pouvait constituer aucun droit sur un bien appartenant au domaine public ne tient pas. Le sacrifice des intérêts de l'acquéreur est donc injustifié. Un sacrifice injustifié. Ce sont les règles du droit civil qui accordaient bien à la société Brimaut un droit sur le fragment à l'aigle en tant qu'acquéreur de bonne foi. La société Brimaut était donc en droit de réclamer une juste indemnisation.
Le droit du possesseur de bonne foi d'abord, le droit à indemnisation ensuite. La thèse de l'État consiste en l'espèce à soutenir que la société Brimaut n'a pas pu constituer le moindre droit sur le fragment litigieux, de sorte que l'État peut exercer son action en revendication sans aucune indemnisation. Mais c'est une pétition de principe. Toutes les conditions d'application des règles civiles étaient réunies en l'espèce. Tout simplement parce que ces règles ne font que protéger l'apparence d'un droit en consacrant la situation du possesseur. Le système civil, c'est celui du pragmatisme. Le droit consacre le pouvoir de fait de celui qui détient le bien. De l'homme armé à un qui ne l'est point, il n'y a nulle comparaison, disait Machiavel. Notre droit civil des biens n'est rien d'autre que la transposition de cette maxime politique. La société Brimaut était donc bien titulaire du droit que confèrent les règles civiles relatives à la possession et à l'usucapion. Mais attention, ça ne veut pas dire que la revendication de l'État était pour autant illégitime. On peut admettre que l'État s'approprie un bien au nom de l'intérêt général et de la préservation du patrimoine national. Mais cette action, ce n'est pas l'action en revendication d'un bien par son propriétaire. Dès lors que l'acquéreur de bonne foi est bien titulaire d'un droit sur le bien litigieux, cette action est une expropriation pour cause d'utilité publique. Et une telle mesure d'expropriation ne peut être prise que sur la base d'un texte spécial et moyennant une juste et préalable indemnité, comme le prévoit l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Or, ce texte n'existe pas, et le droit à indemnisation de la société Brimaut est garanti en toute hypothèse. Le droit à indemnisation, enfin. Refuser toute indemnisation à l'acquéreur de bonne foi ici, c'est prendre le risque d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, en plus des textes nationaux, la Convention européenne protège le possesseur de bonne foi d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens. Pour pouvoir invoquer un droit à indemnisation, il suffit que le requérant soit en mesure de justifier d'une espérance légitime sur ce bien. On admettra sans difficulté que la société Brimaut pouvait nourrir une telle espérance légitime sur un bien que l'État avait délaissé depuis un siècle et demi et qu'elle avait acquis de bonne foi. Et à ce premier élément s'en ajoute un second. La Cour européenne précise également qu'il doit être tenu compte du comportement de l'État et de la bonne foi du requérant. Or, en menant des négociations pour le rachat du fragment à l'Aigle, avant finalement de le revendiquer, l'État a fait preuve d'un opportunisme qui ne pourrait que confirmer le droit de l'acquéreur à obtenir indemnisation. Et puis finalement, envisageons les conséquences d'un refus de l'État d'accorder la moindre indemnisation à l'acquéreur de bonne foi. Le premier effet serait évidemment d'encourager le marché noir. Et puis surtout, par cette attitude, l'État risque de se priver des efforts de chacun, comme ici de la société Brimaut, pour protéger le patrimoine national. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe, enseignait La Fontaine. Quoi que l'on puisse en penser, les promesses de dons, et plus encore les propositions d'études, de plans, de projets, qui ont afflué après l'incendie de Notre-Dame, confirment que l'État aurait sans doute tort de se passer des efforts de chacun en voulant assumer seul le fardeau que représente la sauvegarde du patrimoine national. Que les ingrédients de la tragédie classique se retrouvent en l'espèce ne signifie pas que la solution donnée au litige doive nécessairement être tragique. Le sacrifice des intérêts de l'acquéreur de bonne foi ne s'impose pas, contrairement à ce qu'a pu en juger la Cour d'appel. Vous casserez.